Dernièrement, j'ai lu des livres au nombre de pages très variable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc, vous l'aurez vu, un point lecture. Un point lecture qui, une fois n'est pas coutume, présentera un panel assez large d'histoires, que ce soit en termes de nombre de pages ou en termes de genre, puisque vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous présenter de la nouvelle du genre classique jusqu'à Stephen King, en passant par du bon vieux thriller psychologique des familles. Vous l'aurez compris. Au programme du jour, il y a à boire et à manger. Alors prenez de votre côté un petit encas, un petit thé ou ce que vous souhaitez et démarrons tout de suite. Côté lecture, je vous propose donc d'aller aujourd'hui dans l'ordre croissant du nombre de pages et c'est pour cette raison que je vais commencer par vous parler de Amour et amitié suivi de Lettres suivies, écrit par Jane Austen et publié ici aux éditions Hugo Boss. Alors comme je le disais, il s'agit d'un tout petit ouvrage qui fait 115 pages dans mes souvenirs, qui regroupe donc, j'ai envie de dire 2 nouvelles, mais pas vraiment, on va dire une première grosse nouvelle qui doit faire à peu près la moitié de l'ouvrage, qui s'intitule donc Amour et amitié, suivi donc d'une sorte de compilation de petits textes, de lettres, etc., qui sont donc regroupés sous le terme lettres suivies. Alors, je ne vais pas vous résumer chacune de ces histoires parce que elles sont très courtes et que je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller un petit peu en profondeur de ces histoires-ci. Par contre, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce tout petit ouvrage. Alors, lorsque j'ai décidé de le sortir, c'est parce que j'avais vraiment très envie de renouer avec Jane Austen, que fut un temps, je lisais assez régulièrement, mais c'est vrai que j'ai totalement perdu l'habitude. Et j'étais donc très curieuse de découvrir ce très court recueil de textes que la bonne dame a écrit entre ses 14 et 17 ans. Dans cet ouvrage qui n'est donc pas un vrai recueil de nouvelles, mais plus, comme je le disais, un assemblage de textes, on découvre la très jeune plume de Jane Austen et les prémices de ce qui fera par la suite son style si particulier. Comme elle saura particulièrement bien le faire par la suite, on a déjà dans ces textes-ci les prémices d'une certaine critique et même d'une certaine moquerie de cette bourgeoisie anglaise, bigote et coincée dans ses conventions et pour autant tout à fait prompt au on-dit et commérage en tout genre. On sent que Jane Austen a tenté pas mal de choses et qu'elle avait une vraie liberté d'écriture, comme si elle laissait son esprit divaguer au gré de ses inspirations, forgeant ainsi son esprit futur plus pointu et moins éparpillé. Je ne peux pas dire que j'ai apprécié cet ouvrage autant que ses romans plus conséquents tels que Persuasion, encore Orgueil et Préjugés, parce que très clairement pour moi on en est loin. Mais j'ai cependant vraiment beaucoup apprécié voir et comprendre de quoi Jane Austen était partie pour au final aboutir à ces grands classiques aujourd'hui de la littérature anglaise. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être dans ces textes un peu trop de loufoquerie, que les histoires étaient souvent un peu abracadabrantes, voire pour certaines sans queue ni tête. Mais globalement, on discerne déjà un ton et une typologie de personnages qui, pour moi, feront vraiment sa signature future. J'ai également apprécié que dans les lettres choisies, on ait une vraie diversité de textes allant du conte court, en passant par le théâtre ou encore les échanges épistolaires. L'auteur a vraiment essayé des choses et c'est tout à son honneur, d'autant plus lorsqu'on repense un petit peu au très jeune âge qu'elle avait lorsqu'elle a produit donc ces textes. Mais c'est vrai que je pense que globalement ce sont des textes qui ne me resteront pas vraiment en mémoire sur le long terme. Ces courts textes sont donc, ma foi, plutôt sympathiques à lire, d'autant plus si on veut se faire une idée des débuts de l'écriture de Jane Austen, mais pour moi, ils ne reflètent pas la qualité de ses œuvres futures. Ouais, c'était sympa, c'était plutôt cool, mais ça vaut pas ces vrais romans, je dirais. Après donc ce petit détour dans la littérature classique anglaise, j'ai décidé de partir dans un genre tout à fait différent en me lançant à l'assaut d'un thriller psychologique,
plutôt domestique dont j'ai très souvent entendu parler depuis fort longtemps. Et ce titre, il s'agit de Le doute de S4MN aux éditions Pocket. Je vous plante rapidement le décor. On est avec un couple qui vit à Londres, qui était parent donc d'une paire de jumelles, sauf que malheureusement il y a un an de ça, un drame a eu lieu et l'une des deux jumelles est décédée. Les parents, on s'en doute, n'arrivent pas à surmonter cette épreuve, à faire leur deuil, et du coup, un peu sur un coup de tête pour décider de changer d'air et dans l'espoir de reconstruire leur vie et leur vie familiale, ils décident de déménager dans une petite île tout à fait paumée en Écosse, une île dont le mari a hérité d'une grande tante ou je ne sais plus quoi. Tout aurait pu plutôt bien se passer, sauf que à ce moment-là, la jumelle survivante dit ne pas être la petite fille qu'elle est censée être, mais être celle qui est censée être décédée. Autant dire que la maman se retrouve rapidement en PLS en ne sachant plus dire vraiment qui est la jumelle survivante, puisque les deux jumelles étaient parfaitement identiques et que par conséquent le doute va très vite s'immiscer dans l'esprit de la maman. Alors à titre personnel, globalement j'avais plutôt entendu de bons retours à propos de ce thriller domestique de S4MN, mais je dois dire que perso c'est une lecture qui finalement m'a laissé assez dubitative et que là encore je pense assez vite oubliée. À titre personnel, je ne connaissais pas du tout cet auteur, je me suis donc complètement laissée porter par l'histoire, plutôt heureuse d'ailleurs de découvrir une nouvelle plume que je ne connaissais pas. Le début était plutôt intriguant et franchement m'a bien plu, je peux pas dire le contraire. L'auteur nous fait très rapidement comprendre qu'il y a pas mal de secrets au sein de la famille et que l'entente entre Sarah et Angus, les deux parents, n'est pas toujours au beau fixe. Bon, jusque là on a une trame et je dirais même des ficelles plutôt classiques du thriller domestique. On se demande donc en toute logique ce qui peut bien les pousser à vouloir déménager pour être absolument seuls sur cette île paumée balayée par les vents écossais et la perspective de suivre un potentiel pseudo huis clos sur une île, personnellement, m'emballait pas mal. J'ai plutôt apprécié l'ambiance globale parce que c'est vrai que tous ces décors avec les différents lochs ainsi que la langue gaélique sont tout de même bien présents. Cela procure une sorte d'aura celte et un peu mystique que j'ai trouvé plutôt dépaysante et qui en plus de ça correspond plutôt bien à l'histoire en elle-même. Cependant, passé les 100 premières pages, j'ai commencé à trouver certains passages un peu longués et un peu ennuyeux. C'est un récit dans lequel il y a pas mal d'introspection, notamment d'ailleurs dans l'esprit de Sarah et dans celui de son mari. Et je vous avoue que pour plein de raisons que je ne vais pas forcément étaler parce que je ne voudrais pas spoiler quoi que ce soit de l'histoire, ça m'a pas mal ennuyé. Il faut dire que je trouvais que l'auteur tournait pas mal en rond en fait, toujours autour du même sujet. Et en plus de ça, ces deux personnages, eh bien, je ne les ai pas vraiment appréciés, donc je prenais aucun plaisir à être dans leur tête et à me questionner, on va dire, avec eux. J'ai trouvé les deux très froids, hein, donc le père et la mère, chacun d'une façon un peu différente, et de façon globale, je trouve que les deux manquaient cruellement d'humanité. Pourtant, ce sont deux parents qui font face au deuil de l'une de leurs jumelles, et du coup, en tant que maman, j'avoue que j'avais une certaine appréhension et une certaine crainte que ce côté justement parent en deuil me touche un peu trop. Finalement, il n'en était rien puisque, comme je le disais, je ne me suis absolument pas identifiée à ces deux parents. Et en plus de ça, quand j'y repense, la part de deuil était au global assez minime. L'accent est finalement surtout mis sur le doute quant à l'identité réelle de la jumelle survivante. Et là encore, j'ai eu ce sentiment qu'on n'arrêtait pas de tourner en rond
sans cesse autour de ce même sujet, comme si c'était juste pour remplir des pages, pour arriver au global à un final que j'ai trouvé assez décevant. En fait, le pourquoi du comment n'était pas à la hauteur du reste, ainsi que des questionnements, je dirais, qui sont vraiment égrenés tout au long de l'histoire. Je comprends tout à fait la sorte de message que S4MN a voulu délivrer avec cette fin, mais cela m'a semblé un peu facile, et puis là encore, désolé, mais ça ne m'a absolument pas touchée. De plus, je tenais à noter quand même que j'ai trouvé certaines remarques dans le doute, notamment concernant le rôle entre guillemets de la femme et de l'homme dans le couple, assez déconcertantes, dirons-nous, ou en tout cas très moyennes, sans parler d'une phrase, elle, concernant les violentes faites aux femmes, qui m'a carrément fait bondir. Alors, je ne sais pas si ces pensées et ce discours sont à attribuer à l'auteur ou à ses personnages, mais dans un cas comme dans l'autre, ça m'a franchement fait grincer des dents. J'avoue que j'étais heureuse d'arriver au bout de cette lecture et bon bah voilà, on est d'accord que c'est parlant sur le fait que je n'ai pas pris un immense plaisir à la lecture de ce roman. C'était sympa par certains aspects, mais plutôt décevant dans l'ensemble pour ma part. En tout cas, ça ne correspondait pas à ce que j'en attendais. Alors que pour autant, on est d'accord que sur le papier, le doute avait tout pour me plaire, avec notamment des thématiques que généralement j'affectionne tout particulièrement, telles que la gémellité, le deuil parental ou encore la culpabilité, mais il n'y a rien à faire, la sauce n'a pas pris. La faute, je pense, comme je le disais, a une structure narrative trop répétitive et parfois ennuyeuse, ainsi qu'à des personnages qui, pour moi, étaient trop peu attachants et trop peu humains. A priori, je ne pense pas retenter un jour S4MN, en tout cas pas de sitôt. Alors, si vraiment vous pensez qu'il y a un de ces titres qui survole les autres et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, donnez-moi ce titre en question. Mais je vous avoue qu'après cette lecture, de prime abord, je doute de retenter un jour l'expérience avec cet auteur. Bon, bah tant pis, j'aurais essayé et puis je le laisserai aux autres. Et pour terminer, je vous propose ce coup-ci d'enchaîner avec un auteur que j'ai bien l'intention de relire encore pendant longtemps. Un auteur avec lequel je vous bassine très régulièrement. Je le sais, mais je sais aussi que vous aimez ça. Parce que j'ai enfin pris le temps de lire Bazar de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon, par contre, je le dis tout de suite, il y a vraiment une chose qui me saoule au plus haut point avec ce bouquin, c'est que pour une raison totalement inconnue, il s'agit du seul chez Le Livre de Poche qui a une couverture brillante et non pas mate comme ses petits copains. Je ne sais pas ce que vous avez foutu chez Le Livre de Poche, mais sachez que personnellement, et je pense aussi tous les psychorigides dans mon genre, nous sommes très contrariés. Voilà, c'est dit, j'ai évacué la colère, maintenant on va pouvoir passer à l'histoire. Alors Bazar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme souvent chez King, l'histoire d'une petite ville, là en l'occurrence la ville de Castle Rock, dans le Maine, dans laquelle va ouvrir un magasin un peu étrange qui s'appelle le Bazar des Rêves, un magasin dans lequel, pour faire simple, vous entrez et vous trouvez à coup sûr vraiment l'objet que vous désirez par-dessus tout. Et en plus, cerise sur le gâteau, le propriétaire des lieux vous fait toujours un prix vraiment défiant toute concurrence, enfin un prix vraiment d'ordre pécunier parce qu'il faut rajouter à ça une sorte de contrat avec lui qui vous engage à faire une petite blague, en apparence vraiment sans conséquence, à un autre habitant de la ville. Sauf que ces petites blagues ne vont pas être si innocentes que ça, et qu'au fur et à mesure, ça va monter en pression, que le propriétaire des lieux n'est peut-être pas aussi sympathique qu'il en a l'air au premier abord, voire qu'il penche même clairement du côté du diable en personne. Et je vous le dis clairement, hein, la ville de Castle Rock ne sera plus jamais la même après le passage et l'ouverture de cette boutique. Ça y est, je me suis donc enfin attaquée à ce beau bébé de Stephen King qui fait presque ses 900 pages. Un beau pavé qui, je le reconnais, me faisait un petit peu
peur, dirons-nous. Et je dois dire que dans l'ensemble, ce fut une lecture plutôt réussie. Ce roman est un vrai concentré de l'univers de King et des thématiques chères à l'auteur. J'ai trouvé qu'on rentrait très facilement dans l'histoire et que tout du long, on se laissait assez facilement porter, et ce, malgré la présence vraiment très importante du nombre de personnages et de pas mal d'explications, voire de digressions sur chacun d'entre eux. Après, vous êtes dans du King, donc vous savez dans quoi vous vous engagez. Je ne vais pas dire que j'ai retenu dans le détail tous les protagonistes, leurs noms, leurs rôles et leur personnalité, mais je dois dire que j'avais bien en tête, en tout cas tous les personnages principaux et importants, et ma foi, c'est tout ce qui compte. Alors, on sait désormais depuis très longtemps que Stephen King aime particulièrement lier entre eux ses différents romans, ainsi que les parsemer d'easter eggs. Mais on peut dire que dans Bazar, là, franchement, le monsieur s'est particulièrement lâché. Nombreux sont donc les liens et les clins d'œil à d'autres de ses livres, et liés notamment beaucoup question du roman Cujo ainsi que de Sac d'os, puisque tout simplement déjà tous ces romans se déroulent au même endroit que Bazar, mais aussi qu'ils présentent des personnages en commun. Nous avons eu aussi droit à des rappels un peu plus subtils, notamment à la nouvelle Le Corps, au roman Ça, ainsi que des références directes et claires pour le coup à l'univers de Lovecraft. J'ai beaucoup aimé le méchant de cette histoire qui s'appelle donc Leland Gaunt, qui est une très bonne représentation, je dirais, du diable dans tout ce que l'on peut imaginer de fourbe, d'intelligent et de destructeur à la fois. Je me suis longtemps demandé durant ma lecture si ce Leland ne serait pas une énième version de Randall Flagg. Certains indices tendraient à dire que oui, d'autres plutôt à dire que non, donc ma foi, j'ai envie de vous dire, le débat reste ouvert. Si vous connaissez l'univers de King et que vous avez lu Bazar, je serais vraiment curieuse d'avoir justement votre retour à ce propos, savoir un petit peu de quel côté de la balance vous vous situez. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à dire non, mais pas de façon extrêmement franche. Je crois que ce que j'ai préféré dans ce titre, c'est vraiment cette ambiance petite ville paumée au fin fond des États-Unis dans laquelle tout le monde se connaît, tout le monde s'épie, où les ragots et les ondits vont bon train, et où finalement tout le monde est plus ou moins prompt à se tirer dans les pattes au moindre prétexte. Il faut dire que Stephen King excelle particulièrement dans cet exercice qu'il a d'ailleurs pratiqué à plus d'une reprise. J'ai aussi aimé que l'ambiance de la ville devienne de plus en plus oppressant et angoissant. En tant que lecteur, on voit de plus en plus cette pente descendante qui s'accélère et cette ville qui tombe petit à petit sous l'emprise totale de cette force maléfique. En cela, c'est vrai que Bazar m'a pas mal rappelé notamment Salem ou encore le roman Ça, dans lesquels on retrouve complètement cette idée de ville maudite en prise avec le mal avec un grand M. Côté thématique, Bazar va surtout aborder les questions de la paranoïa, de l'envie, de la vengeance aussi, ainsi que de cette part que l'on a en chacun d'entre nous et qui peut malheureusement potentiellement nous faire basculer du jour au lendemain. Cette paranoïa quasi collective est parfaitement orchestrée par Leland qui joue en quelque sorte le marionnettiste de l'ombre qui exacerbe avec une facilité déconcertante les petits et gros défauts de chacun des habitants. Des défauts tels que, comme je le disais, la paranoïa ou encore la cupidité, l'envie ou même la jalousie. Oui, que de nobles sentiments, on est bien d'accord. Mais dans ce roman, on retrouve aussi d'autres thématiques régulièrement abordées par l'auteur, telles que le rêve, la maladie, la déchéance du corps ou encore l'obsession. En bref, je dirais que c'est un roman assez riche en psychologie, qui met parfaitement en lumière
les sentiments les moins nobles du genre humain, sentiments d'ailleurs qui indubitablement ne manquent pas de tirer l'humanité vers le bas. J'ai beaucoup aimé de façon globale le traitement des personnages, mais c'est vrai que j'ai une vraie empathie et un attachement tout particulier pour le personnage tout d'abord d'Alan Pangborn, qui est le shérif de la ville, de Polly, qui est son amoureuse, dirons-nous, ainsi que du jeune Brian, qui est le premier habitant dont on fait vraiment la connaissance dans cette histoire, et qui à la fin du roman est au cœur d'une scène qui m'a juste torpillé le cœur. Malgré donc tous ces bons éléments, vous allez me dire, Bazar ne va pas figurer pour autant dans mes romans préférés de King. Tout d'abord parce que je pense que de façon globale, pour moi ce titre m'a manqué d'un peu d'émotion que personnellement j'aime retrouver chez l'auteur. Et aussi parce que passé la moitié du roman, pour moi on s'est un peu enlisé dans une sorte de ventre mou de l'histoire dans laquelle il y avait quelques longueurs et qui par conséquent a un peu gâché entre guillemets à ce moment-là mon plaisir de lecture. De plus, la fin était un peu trop, je dirais, facile à mon goût et presque convenue. Alors attention, hein, ce n'est pas une mauvaise fin, mais c'est vrai qu'au vu du reste du roman, je m'attendais à mieux. Malgré donc quelques points qui, vous l'aurez compris, m'ont un peu dérangé, je trouve que Bazar reste tout de même un très bon roman de Stephen King qui en plus de ça présente parfaitement tout un pan de l'univers de l'auteur. Le pan fait d'une touche de fantastique et d'un personnage maléfique au pouvoir plutôt destructeur, d'une petite ville paumée dans laquelle il ne fait pas forcément bon vivre, ainsi que du mal, de l'horreur et de la violence apportée par les humains en eux-mêmes. Les fans de l'auteur, je pense, devraient globalement se régaler, et puis pour les autres, je trouve que c'est un bon aperçu du travail de l'auteur. Faut juste pas avoir peur de partir à l'assaut de ces presque 900 pages. Et ben je suis pas mécontente de poser ce bouquin parce que je vous avoue que le petit bébé là à bout de bras, il commençait à sacrément peser et je n'aurais pas encore tenu comme ça 10 minutes. Alors je suis désolée, hein, au programme du jour, vous l'aurez vu, il n'y a pas eu d'excellentes lectures ni de coups de cœur, il y a même eu des lectures parfois un peu décevantes, mais voilà, vous le savez, mon rôle ici c'est vraiment de vous parler de mes lectures, que je les ai appréciées ou non. J'espère du coup que mes avis vous auront été utiles et vous le savez, si vous avez envie de discuter avec moi de ces bouquins ou d'autres d'ailleurs que vous avez pu découvrir dernièrement, n'hésitez surtout pas à me faire part de tout ça en commentaire. Côté vidéo à venir, je sais que j'ai dans les tiroirs un top que je dois terminer de préparer et de vous tourner. Mais j'ai aussi en préparation un autre point lecture, qui sera ce coup-ci un point lecture un peu thématique, je dirais, et qui devrait normalement faire voyager du côté du Royaume-Uni. Je dis ça, je dis rien. Je vous attends donc, j'espère, nombreux en commentaire, et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous le savez, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!